Bonjour à tous, on teste aujourd'hui un nouveau format qui est la lecture et commentaire des newsletters sous format vidéo. Vous me direz si ça vous plaît. Donc premier test, on va voir comment ça se passe. Et donc premier test avec cette newsletter numéro 17, édition spéciale sport et santé mentale. Donc en fait, je commençais par vous parler de la newsletter numéro 9 qu'on va voir tout de suite qui se trouve ici. Dans lequel il y a petite section, un petit article qui s'appelle Le sport pour prévenir la dépression, dans lequel on parle du fait que oui, il y a une méta-analyse qui montre une relation curvilinéaire entre l'activité physique et la prévention de la dépression, ce qui veut dire que à chaque fois qu'on fait un petit peu de sport, eh bien ça prévient un peu plus le risque d'avoir une dépression, et avec une association plus forte avec une faible activité, ce qui signifie que le lien entre le sport et la prévention de la dépression est plus important quand on fait un petit peu plus d'activité physique que rien du tout, mais que quand on fait beaucoup d'activité physique, si on en fait un peu plus, ça ne va pas changer forcément grand chose. Donc ce qui est exactement ce que je dis derrière, de comment je suis consistant. Et donc voilà, si on se fie à ces chiffres, bien qu'il y ait une hétérogénéité élevée, ça signifierait qu'on pourrait prévenir 11% des dépressions en aidant des adultes à faire du sport jusqu'au seuil des recommandations. Donc l'idée c'est d'améliorer les chances pour toutes les personnes de faire du sport, ce qui permet d'éviter les dépressions. Donc ça, d'avoir une dépression. Donc ça c'est, disons, une sorte de conclusion assez sage, assez simple. Sauf que, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça si on s'y intéresse un peu plus, si on rentre un peu dans les détails. C'est que en fait, ça reste une méta-analyse corrélationnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit que des personnes qui font pas de sport ont plus de risques d'avoir une dépression que des personnes qui font un peu de sport, qui ont plus de risques que des personnes qui font beaucoup de sport. Sauf qu'on peut se dire, ok, il y a une cause entre le fait de faire une dépression et le fait de faire du sport, ou entre le fait de faire du sport et le fait d'avoir une dépression, mais on peut aussi se dire, il y a peut-être une cause aux deux. Par exemple, si on passe toute notre journée au travail, on est plus à risque de dépression, parce qu'on est plus à risque de faire des burn-out ou d'avoir une énorme fatigue liée au travail, etc. Et en même temps, on n'a pas le temps de faire du sport. Et à l'inverse, si on n'a pas suffisamment d'argent pour acheter des séances pour faire du sport, en fait, on n'a pas non plus suffisamment d'argent forcément pour pouvoir manger correctement, pour ne pas être déprimé de son avenir financier, etc. Donc en fait, c'est aussi une cause sous-jacente. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que finalement cette étude-là, elle démontre que le sport, ça permet de prévenir la dépression, ou est-ce que finalement, elle n'indiquerait pas plutôt qu'il y a une cause à ces deux phénomènes et que finalement, on devrait protéger les individus à la fois de la dépression et à la fois d'autres risques comme celui de ne pas faire de sport du tout. Donc c'était un petit peu la difficulté de ce papier, et pourquoi c'est un peu trop rapide de faire des conclusions causales. Et vous allez voir que dans les papiers suivants, c'est un peu le même principe. Le deuxième papier, qui s'intitule Le sport comme antidépresseur, le deuxième article, c'est une méta-analyse de 21 essais randomisés contrôlés qui permet de montrer que le sport est aussi efficace que les antidépresseurs pour ceux qui en font longtemps. Donc en fait, il y a une table dans cet article où on nous dit, voilà, parmi les tests qui ont été faits, les groupes avec du sport, c'est des personnes qui font 60 minutes de sport 2 à 3 fois par semaine pendant au minimum 9 semaines, voire jusqu'à 16 semaines dans certaines études. Alors déjà, faire du sport toutes les semaines, une fois, c'est pas si simple. Faire du sport toutes les semaines 2 fois, c'est pas si simple. Faire du sport toutes les semaines 3 fois, c'est vraiment compliqué. Il faut avoir du temps, il faut avoir une routine, voilà. Et le faire non pas une semaine, non pas 2 semaines, mais 9 semaines d'affilée jusqu'à 16 semaines, c'est vraiment des conditions qui sont effectivement idéales, mais c'est des conditions qui sont assez extrêmes par rapport à ce que font la plupart des personnes, en tout cas la plupart des personnes qui me ressemblent, parce que je suis loin de faire ce taux de sport par semaine et par mois.
Et effectivement, ce qu'ils ont trouvé à ce niveau-là, c'est que le taux d'échec était plus important pour l'intervention de sport. En fait, les gens n'arrivaient pas à faire jusqu'aux 16 semaines dans les études ou faire jusqu'à 60 minutes par jour. Ce qui montre qu'il est difficile de faire du sport régulièrement et plus difficile que de prendre des antidépresseurs, parce que prendre des antidépresseurs, c'est quand même plus simple à faire. Mais même dans le cas où les participants n'ont pas continué à faire du sport, ils indiquaient se sentir mieux que le groupe contrôle. Donc on voit bien que l'effet du sport, il n'y a pas forcément de seuil facile à établir, à se dire ok, c'est à partir de ce seuil-là qu'on peut se sentir mieux ou que ça peut prévenir des dépressions, etc. Et en fait, cette étude, elle relativise les recommandations du DSM-5 parce que le DSM-5 dit, en première indication, contre la dépression, c'est soit des antidépresseurs, soit des psychothérapies. Or là, cette étude peut indiquer, en fait, en première intention, on pourrait aussi proposer du sport ou on pourrait proposer du sport en complément des antidépresseurs et de la psychothérapie. Et en même temps, ça paraît difficile de permettre à de nombreux patients d'effectuer le nombre d'heures de sport permettant d'obtenir l'effet bénéfique comme celui obtenu dans cette méta-analyse. Il faut vraiment faire beaucoup de sport pour pouvoir trouver ces effets bénéfiques. Et puis ensuite, il faut aussi imaginer un facteur confondant. Est-ce que les personnes dépressives qui arrivent à faire 3 heures de sport par semaine pendant 9 à 16 semaines sont vraiment représentatives de l'ensemble des patients dépressifs ou est-ce qu'ils sont un cas particulier? Donc je vous laisse en juger. Deuxième article qui est en fait le plus intéressant des 3 articles là que j'ai pu décrire, qui est en fait pas vraiment un article, c'est un billet de blog, je peux l'ouvrir. C'est un billet de blog qui nous dit effectivement les recommandations de l'OMS disent oui, l'exercice physique est bon pour le cerveau, le fait de faire 2 heures d'activité modérée ou 75 minutes d'activité forte par semaine, ça améliore la réflexion, les compétences d'apprentissage et finalement le cerveau. Est-ce que c'est réellement le cas? Et en fait, ils ont fait une synthèse, donc ils appellent ça une umbrella review. Donc ils ont pris plusieurs méta-analyses et ils ont regardé tout ce que les méta-analyses disaient de commun et de différent. Et en fait, cette synthèse, elle indique qu'il y a un effet extrêmement faible de l'exercice physique pour le cerveau et beaucoup de biais de publication dans les études. Et en particulier, parmi ces biais, en fait, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur des animaux et pas sur des êtres humains. Et quand ce sont des vrais êtres humains, on a des problèmes du style des échantillons extrêmement faibles et puis un groupe contrôle toujours différent. Est-ce que les participants ont fait le même sport ou pas? Est-ce qu'ils ont fait du sport dans la même intensité ou pas, etc., etc. En fait, c'est très compliqué de pouvoir faire des comparaisons à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça veut dire faire du sport? C'est pas si facile que ça de tester l'effet du sport ou de l'exercice physique de manière aussi générale que ça. Et un autre souci, c'est qu'il parle d'une étude sur 350 000 personnes qui indique qu'il y a un variant génétique qui explique à la fois pourquoi il y a des personnes qui font plus de sport ou du sport plus intensivement et à la fois que ces personnes ont de meilleurs résultats cognitifs. Donc autrement dit, dans la population générale, le lien entre sport et fonctionnement cognitif, c'est plutôt une corrélation qu'une causalité. C'est pas parce qu'on fait du sport, c'est pas le sport qui est bon pour le cerveau, c'est pas le cerveau qui nous donne envie de faire plus de sport, c'est peut-être qu'il y a des situations qui nous permettent à la fois d'avoir plus de possibilités de faire de l'exercice physique et à la fois d'avoir un cerveau qui fonctionne mieux, peu importe comment on définit le fait que le cerveau fonctionne mieux, mais souvent défini par la réflexion et les capacités d'apprentissage. Ok, donc ça limite énormément l'idée que le sport est bon pour le cerveau, que l'exercice physique est bon pour le cerveau, mais en plus de ça, si le sport est bon pour le cerveau, il va falloir expliquer pourquoi il est bon pour le cerveau. Et en fait, pour certains chercheurs, c'est une protéine qu'ils ont découvert dans le cerveau qui pourrait expliquer cet effet positif. Et c'est une protéine qui n'est créée que dans le cerveau, on ne peut pas l'ingérer ou quoi que ce soit pour améliorer les performances. Ça ne marche que si c'est produit dans le cerveau selon eux. Et pour d'autres, le sport, ça augmenterait la circulation sanguine dans le cerveau et donc ça amènerait plus de nutriments et c'est pour ça que ça fait du bien au cerveau. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas trop comment expliquer ce lien et que probablement s'il existe, c'est des multiples facteurs. Donc c'est aussi encore plus difficile de pouvoir trouver ce lien, enfin de trouver une explication à ce lien si elle existe, parce qu'en fait il y aurait plusieurs explications à ce lien. Bon, je vous passe rapidement sur les effets négatifs du sport parce que c'est quand même des cas très particuliers, mais on sait que dans certains troubles ou certaines maladies, il y a des effets négatifs à faire du sport.
Et en conclusion, le sport, on en est 100% sûr et certain, c'est bénéfique pour la santé physique et en particulier pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Donc il faut faire du sport quand on n'a pas de contre-indication. Néanmoins, contrairement aux bénéfices physiques, on ne peut pas dire aussi facilement que le sport a des bénéfices sur la santé mentale aussi simplement que ça, tout simplement parce qu'en fait dans la plupart des études sur le sujet, et notamment les études dont les chercheurs ou dont les journalistes vont expliquer qu'il y a des effets bénéfiques sur le cerveau, en fait les études sont surtout corrélationnelles et ne permettent pas d'indiquer de relation de causalité. Et ensuite, elles peuvent parfois indiquer des relations de causalité, mais dans ce cas-là, c'est rarement du sport. Ça va être de tel exercice physique sur tel patient pour telle indication, etc. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus fin que simplement dire le sport de manière générale. Donc voilà, je vous invite à lire cet article qui est hyper intéressant, Is Exercise Actually Good for the Brain, qui vraiment prend plein de... Donc là, ce sont des petites URL, il y a plein d'articles qui sont regroupés là-dedans et qui expliquent plein de choses sur finalement est-ce que le sport est bon ou pas pour le cerveau. Donc voilà, la question finale, c'est finalement quand est-ce que le sport est bon et quand est-ce qu'il n'est pas bon pour le cerveau, et ça on est vraiment très très loin d'avoir répondu à cette question. Ok, continuons. Les employeurs français sont-ils les plus racistes du monde? Effectivement, il y a eu comme ça un post sur Twitter qui a énormément fait réagir les Français, qui provient d'une étude qui explique que effectivement les employeurs français sont les employeurs les plus racistes du monde, et qui provient donc d'une méta-analyse publiée dans un journal de sociologie, qui donc explique que les personnes ont des chances. C'est en fait à quel point une personne a des chances d'être recontactée par un employeur après avoir envoyé ses références et en fonction de son ethnie d'origine. Et si on regarde tous les pays qui sont listés, les États-Unis, la Belgique, le Canada, la France, l'Allemagne, les Royaumes-Unis, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède, on voit que celui qui est le plus élevé avec la Suède, c'est la France, et donc ce serait celui qui aurait le coefficient de discrimination le plus élevé comparativement aux États-Unis. Les États-Unis étant fixés à 1, on regarde ceux qui sont au-dessus et ceux qui sont en dessous de 1. Et c'est bien connu que les États-Unis ne sont pas du tout discriminants, et donc c'est pour ça que c'est le deuxième plus bas. Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, si on regarde le nombre d'études par pays, on remarque donc les nombres d'études, c'est cette colonne ici. On regarde qu'il y a 3 études en Belgique, 7 au Canada, 21 en France, 30 aux États-Unis, et finalement France et États-Unis largement en tête par rapport aux autres. Mais même à ce niveau-là, en fait, on devra avoir le nombre d'applications, donc le nombre de CV envoyés par 100 000 personnes, par exemple. Or là, c'est par nombre d'études. Alors évidemment, aux États-Unis, il y a, je ne sais même pas combien de dizaines de fois plus de personnes qu'en France. Or, on a juste 2 fois plus d'applications qu'en France. Donc on voit bien qu'il y a une surreprésentation énorme de la France par rapport aux autres pays. Ce qui est évidemment un énorme problème. Alors, on nous dit qu'il y a 21 études qui proviennent de la France, sauf que quand on regarde les références à la fin de l'article, il y en a 24. Donc déjà, c'est pas hyper sérieux, à la fois pour les auteurs de l'étude, à la fois pour les peer reviewers qui n'ont même pas regardé, et à la fois pour l'éditeur qui vraiment n'a pas fait son job à ce niveau-là. C'est vraiment une erreur basique qu'il faut absolument checker systématiquement. Et qu'ils n'ont pas fait. Donc moi je me suis dit tiens, on va regarder un peu toutes les études et voir ce qu'ils ont testé, comment ils ont testé, et si à mon avis ça a un sens de faire de cette manière-là. Et en fait en le lisant, j'en ai vu un qui s'appelle action de test par envoi de CV, et il y en a un deuxième qui dit, grosso modo, les actions de test par envoi de CV, ça fonctionne pas pour détecter la discrimination. Je me suis dit c'est marrant, comme ils ont pris une étude qui teste une méthode, et une étude qui dit en fait cette méthode de test elle fonctionne pas. Donc je me suis dit ok, allons voir plus loin cette deuxième étude qui explique pourquoi ça marche pas. Alors je vous la fais assez courte, mais en fait l'étude elle comparait des envois de CV dans le public et dans le privé, en se disant normalement dans le public on est censé moins discriminer que dans le privé. Et en fait ils ont remarqué déjà c'est que les réponses aux envois de CV, même
de CV non racistes, donc avec des noms à consonance non maghrébine, parce que c'est ça qu'ils ont testé, est extrêmement faible, de l'ordre de 3%. 3% pour personnes qui s'appellent Adrien Fillon, de la bonne France, machin, ce qui est quand même déjà pas beaucoup. Et c'est encore moins pour les participants à consonance maghrébine. Je crois de mémoire que c'était 2,7% en voix. Et je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est 2,7. Et en fait, contre toute attente, elle n'est pas plus faible dans le public. Effectivement, si on regarde ici entre public et privé, elle n'est pas plus faible pour le public que pour le privé. Là, les intervalles de confiance ici se rejoignent. Donc il n'y a pas de différence entre public et privé. Et pourquoi ? En fait, si on regarde les réponses, les employeurs du public, ils semblent être tout aussi discriminants que ceux du privé. Mais la seule explication est qu'il y a plus de postes dans le public faits pour les minorités ethniques, qui consistent en fait à des postes que seules les personnes d'origine du Maghreb acceptent, qui sont les postes les moins bien payés, qui ont les heures décalées, qui ont etc. Enfin tous ces postes-là qu'on connaît, que personne ne veut faire, et donc on laisse les plus pauvres, les plus précaires les faire. Et en fait, ce sont la plupart du temps des postes dans le public ou des postes en intérim. Mais là, l'intérim n'a pas été testé. Donc en fait, ce que les chercheurs indiquent, c'est que l'utilisation d'envoi de CV comme mesure de discrimination, ça ne fonctionne pas si on ne contrôle pas pour le type de poste. Si on dit, ok, on prend tous les postes disponibles et on teste aléatoirement, ça ne fonctionne pas. En fait, il faudrait proposer à poste égal du style poste de cadre et voir est-ce que finalement il y a une discrimination pour les cadres ou est-ce qu'il y a une discrimination pour les agents de chantier, ou etc., etc. Tester en fait en fonction du type de poste. Probablement que pour des postes qui ne demandent pas beaucoup de qualifications, la discrimination est non existante, mais il y a beaucoup plus de personnes qui proviennent du Maghreb qui vont postuler à ces postes-là, alors que pour des postes de cadre, peut-être il y a autant de personnes qui viennent du Maghreb que de personnes à consonance française qui vont postuler, mais il va y avoir des discriminations. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il aurait fallu tester les choses, et ça n'a pas été testé. Effectivement, si on revient à la méta-analyse, est-ce qu'elle contrôle pour le type de poste occupé, ce que je viens de vous expliquer ? Pas du tout. En fait, si on regarde ici le jeu de données, il n'y a aucune colonne qui indique qu'ils auraient pu contrôler ou tester pour ça. Bon, voilà, et je passe sur plein d'autres choses, sur la méta-analyse qui clairement, c'est une méta-analyse que je dirais pour les vidéos, il faut jeter à la poubelle parce que vraiment il n'y a rien qui va dedans. Mais l'idée principale à retenir, c'est que la méthode qui a été utilisée dans cette méta-analyse ne permet pas de mesurer la discrimination. Donc on ne peut pas dire que la France est le pays qui discrimine le plus à l'embauche parce que la méthode utilisée ne permet pas de le démontrer. Est-ce que ça veut dire que la France ne pratique pas de discrimination à l'embauche ? Non, ça ne permet pas de le dire. Juste, ça permet de dire que cette méta-analyse ne permet pas de répondre à la question. Est-ce que ça signifie que que la France est le pays qui est le plus discriminant ? Non plus. Peut-être que c'est le cas, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette méta-analyse ne permet pas d'y répondre. Voilà, donc c'était ma petite revue critique sur cette méta-analyse. Nouvel article, comment réparer l'anédonie. Alors l'anédonie, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un A privatif, donc sans, associé à hédonie, qui veut dire recherche de plaisir, donc anédonie, qui n'arrive pas à rechercher de plaisir. Voilà, je vais essayer de le retenir, je vous promets, mais comme je l'indiquais, je suis pas sûr d'y arriver, donc vous me reposerez la question dans quelques semaines et on verra si je m'en souviens. Et en fait, l'anédonie, c'est un facteur commun. Il y a plein de facteurs communs aux troubles mentaux, hein. Par exemple, le facteur qui est de très loin le plus important dans tous les troubles mentaux, c'est le manque de sommeil, les difficultés à dormir. Et l'anédonie, ça se retrouve aussi dans de nombreux troubles mentaux et notamment dans la dépression. Et c'est un symptôme qu'on doit du coup essayer de traiter efficacement parce que si on arrive à le traiter efficacement, on serait capable de traiter une majorité des dépressions ou en tout cas améliorer les conditions de vie d'une majorité de personnes qui souffrent de dépression. En fait, il y a une étude en 2020 qui testait si la thérapie d'activation comportementale, qui est donc une thérapie qui consiste à amener des personnes à refaire des choses qui leur font plaisir, ça fonctionnait pour traiter l'anédonie. Et il se trouve que oui, un petit peu, mais pas beaucoup. Je vais vous expliquer la figure juste en dessous. Mais en fait, ils ont refait un peu le même test sur une autre thérapie qui s'appelle la thérapie cognitivo-comportementale et qui, elle, a plutôt pour objectif de modifier notre manière de penser. Donc la thérapie d'activation comportementale, si on amène des gens
qui aimaient faire des choses à les refaire en espérant qu'ils vont retrouver du plaisir à les faire, alors que les thérapies cognitivo-comportementales va plutôt les amener à réfléchir sur pourquoi ils aimaient faire ça, comment ils aimaient faire ça, pourquoi ça leur provoquait du plaisir. Et donc en fait on va essayer de lier le comportement à la cognition, à l'émotion de plaisir. C'est un petit peu comme ça que toutes ces choses vont s'agencer. Et en fait si on prend le point de départ, on remarque que le score d'anédonie à l'échelle, peu importe l'échelle qui est utilisée, elle démarre à 32. Donc des patients qui avaient un taux élevé d'anédonie. Et on remarque qu'au bout de 6 mois, donc vous voyez ici 6 mois, ça baisse drastiquement à 26 pour arriver vers un seuil ici à peu près de 24. À la fois pour les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales en bleu, et à la fois pour la thérapie d'activation comportementale en orange. Mais sauf que ce qu'on voit d'intéressant aussi, c'est que la population générale, elle est à 20. Donc en fait, ces deux méthodes-là, ces deux thérapies-là, elles permettent de baisser l'anédonie, mais elles ne permettent pas de la baisser suffisamment pour retrouver un seuil normal dans le sens lié à la moyenne de la population générale. Donc ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas suffisamment bien. Voilà, c'est en gros la conclusion de l'étude. On a des techniques dont on sait qu'elles fonctionnent pour traiter l'anédonie, mais on sait aussi qu'elles ne fonctionnent pas suffisamment bien pour ramener l'anédonie à un taux normal et donc pour permettre à des personnes qui souffrent de dépression de ne plus souffrir de dépression. Ça leur permet peut-être de moins souffrir de la dépression, mais ça ne permet pas de ne plus souffrir de la dépression. Donc il faut trouver d'autres techniques, d'autres manières ou des compléments à ces techniques ou à ces méthodes pour améliorer le quotidien de ces patients. Reste à voir lesquels utiliser, mais enfin ça reste quand même intéressant d'avoir des études et des graphiques comme ça pour savoir où on en est, pour savoir où on en va par la suite. Ok, l'internationalisme de la coopération. Donc ça c'est une méta-analyse qui prend tous les pays du monde qui ont été testés, donc pas tous les pays du monde, mais 70 pays dans le monde, et qui regarde quelle est la moyenne de la coopération sur des exercices, des tests de coopération interpersonnelle, donc entre individus. Et ce qu'on remarque, c'est que en gros, on a une moyenne ici à 0,36. Donc tout le monde, dans le monde entier, tous les pays, tous les participants, tous les citoyens de tous les pays du monde sont un peu coopératifs. Pas beaucoup, mais un peu coopératifs, avec des pays où il y a une coopération beaucoup plus forte, comme la Hongrie, le Guatemala ou le Mali. Alors c'est coopération interpersonnelle, c'est-à-dire à quel point un citoyen de ce pays va être enclin à aider une autre personne de ce pays. Probablement que si on avait pris une personne de ce pays, à quel point elle va aider, je sais pas, un touriste par exemple, ça ne marche pas. C'est vraiment une personne de ce pays par rapport à une autre personne de ce pays. Et à l'inverse, on a des pays comme la Turquie ou la Grèce où visiblement les gens se détestent un peu, je ne sais pas. Enfin, ça touche jamais zéro, hein, donc ils se détestent pas non plus, mais ils s'aiment un peu moins que les autres. Et effectivement, je pense que Chypre n'a pas été testé, mais je pense qu'on doit être à peu près au même, au même indicateur que la Grèce. Les gens s'aiment bien, mais de loin, quoi. Voilà, c'est quand même intéressant de voir qu'il n'y a pas de pays qui touchent zéro, ou il n'y a pas de pays qui sont très différents des autres, et finalement, si on regarde ici, je vais essayer de dézoomer un petit peu, ouais, ça fout un peu le bazar, je suis désolé, hop. En fait, il y a quand même une certaine homogénéité des pays. Ok, il y a 2-3 pays là qui sont vraiment un peu au-dessus de la moyenne, il y a 2-3 pays qui sont un peu en dessous de la moyenne, mais globalement, tout le monde est un petit peu au même endroit, quoi. Donc on est tous... Dans le monde entier, on est tous un petit peu aussi coopératifs les uns que les autres, envers les uns les autres. Voilà, c'est petite forme d'internationalisme que j'aime bien, moi, voilà, ça me met du baume au cœur. Nouvel article, nouvelle section, je sais pas comment je vais appeler ça, mais article j'aime bien. Développer sa conscience politique sur TikTok. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais bon voilà, c'est une méta-analyse qui indique que les réseaux sociaux ne permettent pas de s'informer correctement sur la politique et qu'en fait les personnes qui vont sur les réseaux sociaux finalement, même si on leur propose du contenu politique, non seulement ils s'y intéressent pas trop, mais en plus même s'ils s'intéressent, ça ne fait que confirmer ce qu'ils allaient chercher par avance et ça les amène pas vraiment à modifier leur point de vue ou à apprendre des choses dessus. Alors je vais évidemment pas avoir un accès facile à l'article. Peut-être pour les prochains Psychopapers vidéo, j'ouvrirai les articles en avance, comme ça je pourrais vous les montrer plutôt que de le faire comme ça. Voilà, il y a de quoi s'améliorer. Bon, l'image qui fait réfléchir, ça c'est assez marrant.
Voilà, c'est les projections qu'on a, où on a l'impression que l'Afrique est beaucoup plus petite que la Russie, ce qui évidemment n'est pas du tout le cas. Elle est beaucoup plus grande que la Russie, et donc vous avez la possibilité ici, si ça vous intéresse, de jouer avec des cartes pour vous rendre compte à quel point certains petits pays ici finalement sont beaucoup plus gros que la France. Voilà, c'est assez intéressant. Je sais pas si je peux rapidement vous le montrer. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, si vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez comme ça tester. Voilà, ici vous avez les États-Unis, vous pouvez voir à quel point France, hop. Voilà, si vous voulez voir la France ici, hop, vous pouvez voir que globalement le Ghana, qui a l'air vraiment beaucoup plus petit que la France, finalement est à peu près de la même taille, et que le Nigeria est beaucoup plus grand que la France, alors que finalement, si on la regarde ici sur une carte, on a l'impression que c'est un peu plus petit. Voilà, vous pouvez vous amuser. Et puis bon, voilà, petite anecdote ici, pour ceux qui restent jusqu'au bout, on peut pas nommer un dossier con sur Windows, parce que c'est un mot qui est réservé à la console. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et si vous voulez que je continue à en faire. Dites-moi si vous voulez que je fasse plus rapide, ça me paraît un peu compliqué. Et dites-moi si vous voulez que je fasse plus long et que je vous montre l'intérieur de chaque article, et que je commente un petit peu les tables et les tableaux et les figures. Voilà, ou si vous voulez vraiment que je fasse un truc hyper simple, genre bullet point, tel article on apprend ça, tel article on apprend ça, tel article on apprend ça. Voilà, donnez-moi tous vos retours voilà, pour voir si on continue comme ça. Gros bisous, et puis à dans 2 semaines. Bye.